Quel lien existe-t-il entre la Révolution française et la perte d'une sonde martienne de la NASA de 200 millions de dollars? Pour replacer le contexte, nous sommes en septembre 1999, et l'agence spatiale américaine vient de perdre le contact avec sa sonde Mars Climate Orbiter, qui devait donc entrer en orbite autour de Mars pour effectuer des relevés atmosphériques. Et pour cause, elle vient de se désintégrer dans l'atmosphère de la planète rouge, alors qu'elle s'en était approchée bien plus que prévu. Comment une telle erreur a-t-elle pu avoir lieu? La réponse, une simple erreur de conversion entre deux systèmes de mesure différents. En effet, les capteurs qui devaient contrôler la trajectoire d'approche de la sonde ont transmis au logiciel de navigation qui gère les rectifications d'allure des données provenant des propulseurs dans le système de mesure américain, soit en livres force par seconde. Mais boulette, le logiciel de navigation ne comprend que les unités du système métrique. Il ne convertit donc pas les données fournies en livres force par seconde en newtons par seconde. Résultat, au lieu de passer à 193 km de Mars, la sonde s'approche jusqu'à 57 km du sol martien avant de ne plus donner de nouvelles. Ce type d'erreur n'arrive heureusement pas tous les jours, car depuis le 19e siècle, la grande majorité des pays du monde se sont mis d'accord pour adopter un système de mesure uniformisé, le système métrique. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à la genèse de cette idée révolutionnaire qui prend sa source dans une période incroyable de l'histoire de France. Jusqu'au XVIIIe siècle, il n'existait aucun système de mesure uniformisé. Bien que Charlemagne et de nombreux rois de France aient tenté de réduire leur nombre, à la veille de la Révolution française, on trouve près de 800 unités de mesure en usage en France. Beaucoup sont empruntés à la morphologie humaine. Le doigt, la palme, le pied, la coudée, le pas, la brasse, ou d'objets du quotidien, la perche, l'aune, le boisseau ou le grain. Non seulement elle varie d'une ville à l'autre, mais elle change aussi selon la nature de l'objet mesuré. Par exemple, dans le nord de la France, il existe 18 sortes d'aunes, variant de 62 à 84 cm. Autre exemple, la superficie des planchers s'exprimait en pieds carrés, alors que celle des tapis se donnait en aunes carrées. Cette incroyable diversité était évidemment source de nombreuses erreurs, mais surtout de fraudes. Les puissants, nobles, représentants de la couronne et même les membres du clergé ne manquaient pas une occasion pour imposer leur pouvoir en contrôlant les divers étalons qui définissaient les quantités demandées pour les taxes. Le manque de contrôle de l'État sur les unités est alors une source importante de mécontentement populaire, mais commence aussi de plus en plus à impacter le développement des sciences, de l'industrie et du commerce, domaines qui se doivent d'être de plus en plus précis. Sous l'Ancien Régime, et particulièrement sous Louis XVI, plusieurs tentatives de simplification et d'uniformisation ont déjà été tentées mais sans succès. La réforme des poids et des mesures reste notamment une des revendications les plus fréquemment exprimées dans les cahiers de doléances aux États généraux débutés en janvier 1789. Mais avec la Révolution française qui ne tarde plus, le renversement de la monarchie s'accompagne d'une volonté forte de réorganisation de la société. Et l'argument politique de la lutte contre le pouvoir détenu par la noblesse sur le commerce au travers des unités locales a un très grand poids. Et c'est ainsi que l'Académie des sciences est très vite mandatée pour réformer en profondeur le système de mesure. Les standards dépassés basés sur l'autorité, les prises de décision arbitraires et les traditions locales sont remplacés par des unités calculées sur la base des lois physiques et naturelles immuables. Mais ce n'est pas tout, le futur système ne sera fondé sur aucune vanité nationale, permettant l'adhésion de toutes les nations étrangères. Les maîtres mots, justice, efficacité et universalité. Le 26 mars 1791 naissait donc le mètre. Sa longueur est alors établie au 10 millionième du quart du méridien terrestre par une commission exceptionnelle composée des plus grands scientifiques français de l'époque. Borda,
Condorcet, Lagrange, Laplace, mais aussi Monge, Tillet et Lavoisier. Voici pour la définition, mais encore fallait-il mesurer la longueur exacte du méridien, et ça je vous le dis, c'est une incroyable épopée. Je me propose d'ailleurs de vous la conter dans une prochaine vidéo. Avec le mètre, on définit les surfaces et les volumes, en mètres carrés et mètres cubes, mais aussi les pressions, les énergies, les vitesses et la masse. Par exemple, pour déterminer l'unité de la masse, le futur kilogramme, la commission prendra l'eau comme référence. L'eau étant bien plus facile à obtenir que d'autres éléments jusqu'ici utilisés en sciences, comme le mercure ou l'or. Il fut donc établi que le kilogramme serait égal à la masse d'un décimètre cube d'eau. Pour pouvoir s'y référer à tout moment, des premiers étalons très soigneusement dimensionnés sont fabriqués en 1799 et déposés aux archives de la République. Ils sont dédiés à tous les hommes et à tous les temps. Si vous passez par Paris, sachez que 2 mètres étalons d'origine sont encore visibles. L'un d'eux se trouve sur la façade du ministère de la Justice, place Vendôme, et l'autre se situe au 36 rue de Vaugirard, non loin de l'entrée du Sénat et du Jardin du Luxembourg. Les débuts de ce nouveau système n'ont pas été faciles. Dans un premier temps, les unités locales abolies ont été traduites dans le nouveau système pour qu'il soit permis de continuer à les utiliser au quotidien. C'était un bon début, mais la simplification attendue des échanges n'a pas été immédiate. À partir de 1803, les guerres napoléoniennes vont permettre à ce système de se déployer jusqu'aux confins de l'Europe. Bien que son hégémonie forcée prenne fin avec la chute de l'Empire, les gouvernements étrangers ont eu l'occasion de voir en action la formidable puissance de cet héritage révolutionnaire. Dans les décennies suivantes, la mondialisation et son libre-échange généralisé prend son envol, et les grands pays commerçants comme les Pays-Bas et l'Espagne adoptent de leur plein gré le système métrique, respectivement en 1816 et 1849. Et dans cette première partie du XIXe siècle, la majeure partie des nations européennes va les suivre dans ce changement, et s'ensuit une propagation rapide à travers le monde dans les gigantesques empires coloniaux. Toute l'Europe est conquise. Toute ? Non, une nation résiste encore et toujours à l'envahisseur. Dans l'Empire britannique, on a conservé les pieds, les livres, les pouces et autres onces, mais progressivement au cours des 2 siècles à venir, les Anglais vont tour à tour approuver le système métrique comme une alternative optionnelle à leur système traditionnel, jusqu'à finalement le rendre définitivement officiel dans les années 60. Mais ces changements arriveront bien trop tard pour avoir le moindre effet sur les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord, qui deviennent en 1796 les États-Unis d'Amérique. Les USA vont rester durablement attachés à leur passé colonial, et conserver leur système, USCS, pour United States Customary System Units. En 2020, les États-Unis font encore partie du cercle très fermé des derniers pays à ne pas s'être ralliés au système métrique. La boucle est bouclée, la petite sonde Mars Climate Orbiter n'avait finalement aucune chance. Et voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker avant de partir et à la partager sur tous vos réseaux. Je profite également de la fin de cette vidéo pour vous dire que j'ai ouvert une page Tipeee, donc si jamais vous cherchez à me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un petit tip sur ma page perso. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Cogito, Ergo Sum.